J'arrive à Poltava. Je suis arrivé par le bus de la gare. Et la première chose que je viens visiter, d'ailleurs mon hôtel n'est pas très loin, c'est l'école des cadets et donc la caserne du régiment d'artillerie de Poltava, l'école de cadets, donc où a étudié mon grand-père, Serge Lysenko, juste avant au début de la Première Guerre mondiale d'ailleurs. À peine formé de cette école, il est parti combattre dans les rangs de l'armée impériale. Et après la Révolution, il a intégré donc l'armée Dénikine, puis l'armée Wrangel. Il s'est battu avec les bolcheviks dans les environs de cette ville, Poltava. Et après, il a fait toute la campagne de l'armée Dénikine jusqu'à Tchernigiv en ukrainien, où il a été blessé. Tchernigiv, où les bombes russes ont atterri, si je puis dire, il y a quelques jours de cela quand j'étais à Kiev. Donc voilà, le bâtiment est en ruine, mais conservé de l'époque, ce qui me fait quelque chose quand même de voir ça. Je suppose que c'était dans cet état déjà il y a 20 ans quand je suis venu ici la première fois, mais je suppose qu'il va y avoir des travaux ou c'est une protection pour empêcher les pillards. C'est cette barrière de tôle. Voilà, première vue de Poltava, l'école des cadets. Voilà, c'était la maison du NKVD et c'est devenu la maison de la SBU, les services de sécurité de Poltava. C'était là qu'était la Tchéka au moment de la Révolution et où a été emprisonnée ma grande-tante Anne Lysenko. C'est dans cette rue et peut-être dans cette maison, dans cet ensemble de maisons, que mon arrière-grand-père Mikhail Lysenko, qui était tchinovnik de la gouvernia de Poltava, habitait. Donc au moment où Diedouchka était élève à l'école des cadets de Poltava, Mikhail avait d'autres adresses. Cette adresse correspondait à celle qu'il avait en 1912, au moment où il a monté, grimpé en grade dans l'administration de la gouvernia. Donc voilà, il est difficile de s'imaginer cette rue avant la Révolution, mais elle est un petit peu aux extrémités de Poltava. Ça devait être un endroit assez résidentiel avec des petites maisons basses, donc ça devait être un quartier très tranquille, très paisible. Poltava est une ville construite en hauteur sur la steppe
dont on voit les horizons infinis. Et derrière, donc, la cathédrale de Poltava qu'on aperçoit derrière les arbres. Ainsi que dans ces constructions nouvelles, l'effigie d'un des héros de la guerre actuelle, enfin un côté ukrainien. Dimanche 27 août, je suis à Poltava, derrière la cathédrale, où en juillet 1918 a eu lieu une action de grâce pour le tsar Nicolas II et la famille impériale, assassinés par les bolcheviks. Alors là, on a un aperçu de la situation de Poltava, au-dessus de la steppe. Là-bas se trouve le monastère des femmes. Voilà la vue panoramique qu'on a de derrière la cathédrale. Они сказали, что типа, ну это у них грузовое отделение, но типа недостаточно грузовое. Прикинь, я просто. Et voilà une autre tsarkov qui se trouve au-delà du ravin, de la rocaille comme on dit ici. C'est peut-être l'église Saint-Nicolas, la tsarkov Saint-Nicolas que je cherche, où se sont mariés Diedushka et Mamie en septembre 1918, donc après un an pratiquement après la Révolution et l'assassinat du tsar et de la famille impériale. Après avoir descendu le ravin qui se trouve derrière la Sabor, la cathédrale de Poltava, je trouve le chemin de la Tserkov Sviato-Mykolaiska en ukrainien, donc Sviatovo Nikolai Parouski. Donc voilà, j'y vais. Je vais être obligé de grimper l'autre versant de la vallée. Вот эта церковь, c'est la Tserkov Saint-Nicolas qui doit être représentée au-dessus de l'entrée de l'église, de la Tserkov, pardon. Donc une église très modeste, humble même, en contrebas de la cathédrale. Plus loin sur la droite se trouve l'église Sainte-Sophie que j'ai filmé tout à l'heure de l'esplanade qui se trouve derrière la cathédrale. Alors je crois que Saint-Nicolas est le saint patron de l'armée blanche. Est-ce que c'est la raison pour laquelle ils se sont mariés ici? Diedushka étant déjà dans les rangs de l'armée des volontaires en septembre 1918. Il faudra que je vérifie sur les éléments biographiques que j'ai pu recueillir dans différents dossiers. Voilà, je crois que c'est le pope là qui vient de rentrer peut-être. Je vais aller discuter avec lui, on voit au loin les tours de la cathédrale. Voilà. Alors le prêtre, qui est en fait un prêtre militaire,
explique que le clocher, oui, qui se trouve séparé du corps de l'église dans les liturgies orthodoxes, a été détruit en 1938 par les communistes. Voilà, et l'état de l'église actuelle résulte d'une... il faut que je m'éloigne un peu. Résulte d'une première reconstruction, mais ils vont complètement refaire l'église. La reconstruction de l'église Saint-Nicolas a commencé. Ici, le prêtre me montre l'abside qui vient d'être faite et le reste viendra après. Donc ce qu'ils veulent, c'est refaire une coupole au-dessus du toit. Il s'agit d'une plaque à la mémoire de Demid Burko, qui a participé au combat Pod Krutami. C'est niedaleko od sud? Kiev. Kiev. À Kiev, c'est un combat des Ukrainiens contre les bolcheviks en 1918. Какой месяц? Січень. Январь. En janvier 1918, donc au moment où il y avait des combats dans tous les sens ici en Ukraine, entre bolcheviks, armée blanche, ukrainiens, Marno, les Allemands également. Ça a été vraiment des combats très compliqués et très durs. Voilà, j'en sais maintenant un peu plus sur cette église, sur cette Tserkov d'humble apparence. En fait, il s'agit d'une basilique. C'est en fait une église qui avait une certaine importance à Poltava jadis. Il y a d'ailleurs deux églises dans cette église Saint-Nicolas. Il y a l'église qui se trouve au rez-de-chaussée, j'allais dire au premier étage en russe, donc qui est l'église Saint-Nicolas proprement dite. Et au premier étage, l'église Saint-Georges, qui a été transférée ici après la destruction de l'endroit où elle se trouvait. Ça s'est fait il y a de cela assez longtemps. Le discours du Pope, qui en fait est un aumônier militaire, était tellement dense et touffu que je me perds un peu dans les dates. Enfin, en tout cas, ça s'est passé au moins au 19e siècle. Donc l'aspect humble de cette église résulte du fait qu'elle a été détruite par les communistes en 1938, au moment des terreurs staliniennes, qui a détruit également donc le clocher que j'ai filmé tout à l'heure en présence de l'aumônier. Donc il m'a expliqué que c'était la plus vieille église de Poltava. C'est là qu'a été construite la première église en bois de Poltava, sur un lieu de funérailles, ce qui donnait son caractère sacré à cet endroit. Donc lorsque je lui ai demandé pourquoi elle était dédiée à Saint-Nicolas, il m'a expliqué que Saint-Nicolas était en fait le saint patron des Cosaques. Est-ce la raison pour laquelle Saint-Nicolas est devenu le patron de l'armée blanche, où les Cosaques constituaient une part importante des forces blanches? C'est une question à poser à Alexis Grigoriev. Donc voilà, c'est probablement la raison pour laquelle Mamie et Titochka se sont mariés ici. Était-ce la paroisse de la famille Lysenko, de la famille de mon grand-père? Peut-être.
Je suis là pour 3 jours pour faire des recherches qui me permettront peut-être d'en savoir plus. J'ajoute l'aumônier militaire qui m'a reçu, un jeune aumônier militaire très sympathique qui passait sans aucun problème de l'ukrainien au russe pour m'expliquer tout ce qu'il m'a expliqué. A été 1 mois aumônier militaire à Bakhmout. Il m'a dit que ça a duré, ce mois a été un mois qui a duré longtemps, m'a-t-il dit. Et en fait ici, il fabrique des camouflages pour les tanks, des camouflages pour les snipers, des camouflages d'été, des camouflages d'hiver en blanc. Donc c'est un exemple du soutien que l'arrière apporte au front, ici en Ukraine. L'aumônier m'a également expliqué un certain nombre à propos de la plaque que j'ai filmée tout à l'heure. Il m'a également expliqué un certain nombre d'éléments de l'histoire de l'Ukraine, des relations entre l'Ukraine et la Russie, notamment la Russie soviétique, qui en disent long sur cette histoire et qui permettent de comprendre que se joue à l'heure actuelle un combat décisif pour l'Ukraine pour trouver enfin son indépendance après des siècles de combats et des siècles d'assujettissement et de discrimination dont ils ont été l'objet de la part des Russes et des Soviétiques. Mais bon, je ne peux pas répéter tout ce qu'il m'a dit, ça fera l'objet sans doute de mes prochaines recherches parce que c'est important d'étudier tout cela pour comprendre les racines du conflit actuel. Je me dirige vers les tombes suédoises, l'endroit où eu lieu, enfin où au moins sont enterrés les soldats suédois morts pendant la bataille. Et je trouve une jolie vue sur le monastère des femmes de Poltava où j'ai passé quelques nuits. Donc lorsque je suis venu visiter Poltava la première fois, il y a tout juste 20 ans de cela, en août 2003. La mère défend ses enfants. Alors je suis à l'endroit qu'on appelle les tombes suédoises, qui en fait est le lieu qui célèbre ou qui célébrait la victoire de Pierre le Grand et de la Russie sur les Suédois. Je ne sais pas si c'est la statue de Pierre le Grand, mais enfin comme toutes les statues ici en Ukraine, elle est masquée, et je crois qu'elle est plutôt masquée que protégée. Il n'y a pas un café d'ouvert, je meurs de soif, parce que je viens de me taper 2 heures de marche dans la banlieue de Poltava. Celui-là est fermé, il n'y a pas un chat. La petite dame là-bas m'a répondu vertement « Niema » quand je lui ai demandé si elle vendait de la flotte. Voilà. Donc en fait, la dite tombe des Suédois est de l'autre côté. Donc la voilà, la fameuse tombe des Suédois. Je vais m'approcher pour voir si c'est une inscription quelconque. À part cette dame qui promène un adorable petit York, il n'y a personne.
Et je me demande même si c'est une touriste parce que elle m'a dit qu'elle attendait le bus que je vais prendre avec elle d'ailleurs. Bon voilà, il y a une Tserkov derrière, sans doute dédicacée, dédiée à la victoire de la Russie. Je m'approche. Pour le moment, il n'y a aucune inscription. Ah si, l'inscription est là-haut. Mais pas grimpée, elle n'est pas visible. Apparemment, on peut entrer sous le monument. Il s'agit peut-être d'un, ou même sans doute, d'un caveau funéraire. Mais là, c'est fermé avec des grilles. Pourtant, on est dimanche. Donc un jour où les familles se baladent. La Tserkov derrière est assez jolie. Deux gamines, ou une dame et sa fille. Je vais aller leur parler, tiens. Voilà, en fait, les inscriptions sont derrière. Alors si je comprends bien, celle-ci a été faite en 1894 au moment du règne d'Alexandre III. Et je vais monter, prendre celle qui se trouve au pied de la croix. C'est intéressant parce que là, c'est un monument qui donne la version russe de la bataille, alors que celui que j'ai visité ce matin, non loin de l'église Saint-Nicolas, donne la version ukrainienne, qui me paraît un peu faussée. Bon, je lirai ça à tête reposée lorsque je serai rentré. Vous voyez, deux offrandes, enfin 2 pommes et un gâteau. C'est une coutume ici pour, comment dire, établir une relation avec les morts. Voilà. L'inscription, je ne sais pas si elle sera plus lisible, je vais la prendre avec mon iPhone. En tout cas, à part les 2 gamines, parce que c'était 2 gamines et la dame qui promène son chien, ici, il n'y a personne. Браво! Колекція Мейсона пов'язана з музичними інструментами. Да, шкатулки всі такі, бачите, всі відреставровані, ось цись унікальна, дивіться, це ж цись, ученик Рєпіна, і ми плануємо зробити виставку, це буде виставка «Полтавська Мадонна». І це ж будемо говорити за цися, що він ученик такий, самий відомий. По красоте не уступает никаким художникам. Почему Полтавская Мадонна? Тому що це Сінська Мадонна, а у нас буде Полтавська Мадонна. Тому що ми будемо прославляти Україну у всьому світі. Лучшая работа художника. Да.
Сомнений нет. Ідемо тоді. Дивіться, справжній український приклад. Нехай всі приходять, люди культури, нехай кожен там порадує своєю. Там. Найкраща мотивація, коли прийшов Юрій Самойленко, і він дивиться на картину. І Віктор Васильович, ви ж бачите, мені важко говорити. Оце найкраща мотивація для мене. Прийшов Кім Рьорець Каланський, вже директор музею був. Він каже, це сама знакова подія для Полтави за останні 100 років. І оце найкраща мотивація для мене. А те, що я не подобаюсь тому, кого я не знаю, як звати, того, що я не знаю, як їх звати, я їх ніколи не бачив, не чув, і їх забудуть. З зміною влади, з зміною корупціонерів, з зміною цих освоювачів бюджетних коштів, вони зміняться і підуть назад. Це можливо, така на зараз історичний момент, такий змінити. Nous sommes le 30 août, mercredi 30 août, et je viens d'apprendre que mon arrière-grand-père, Mikhail Ivanovich Lysenko, habitait ici en 1913. C'est-à-dire qu'il avait changé d'adresse depuis celle que j'ai donnée hier ou avant-hier. Là-bas, on aperçoit, je ne sais pas si c'est visible sur la vidéo de mon iPhone, le monastère des femmes, parce qu'en fait cette maison qu'il habitait en 1913, c'est-à-dire une année avant le début de la Première Guerre mondiale, est située juste au-dessus du ravin, donc ces côtes, ces vallées donc, qui parcourent, voilà on voit le monastère là-bas, qui parcourent les abords de Poltava. Et voilà, il est au bout de la rue. C'est les dernières news de mon arrière-grand-père.